Alors, juste avant de commencer notre premier cours de Gemara, c'est important bien sûr de préciser que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu la Torah écrite, il lui a dicté, Moshe l'a écrit, et la Torah orale. Ça s'est transmis de génération en génération. On peut s'imaginer que dans chaque génération, il y avait de quoi étudier la Torah du matin au soir. On pouvait débattre de beaucoup de sujets, comme le Talmud va le faire bien plus tard. Cependant, à partir d'un certain moment, les choses ont commencé à s'écrire de manière moins officielle, ensuite officielle avec Rabbi Yehuda Hanassi, et on va pouvoir retranscrire et nous faire participer à toutes les discussions en général de nos Tanaïm et de nos Amoraïm. Alors, la Mishnah, il faut savoir, qui a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, codifiée par un de ses maîtres, Rabbi Meir Bananes, etc. Alors, cette Mishnah, elle va nous parler de l'époque de ce qu'on dit nos Tanaïm, ceux qui ont enseigné la Mishnah. Donc, cette Mishnah, elle a commencé par nos Tanaïm. On peut même mentionner des fois dans la Mishnah des personnages qui étaient avant les Tanaïm, ce qu'on appelait les Zugot, comme Hillel et Shammai, et d'autres tzadikim de cette époque qui sont mentionnés justement au début de Pirkei Avot dans certains conseils et Midot Tovot qui nous enseignent, comme Yosef ben Yoézer, etc. C'était les Zugot. Et ensuite, on parle bien sûr de la Mishnah, proprement dit, les Tanaïm. Les Tanaïm ont vécu, on va prendre par la première génération des Tanaïm, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'on raconte dans Masechet Gittin, qu'il vit la destruction du deuxième temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait pas mal de collègues à son époque, ce sont les Tanaïm de la première génération. Après, on a une autre génération qui sont les élèves Rabbi Yochanan ben Zakkai et des élèves d'autres Tanaïm de son époque, comme par exemple Rabbi Eliezer ben Orkenus, qui est la deuxième génération avec tous ses amis de son époque. Rabbi Eliezer ben Orkenus va avoir un des élèves très populaires, Rabbi Akiva, troisième génération des Tanaïm et de tous ses collègues de l'époque de Rabbi Akiva. Ensuite, Rabbi Akiva, il va avoir par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai comme élève, comme Rabbi Meir Bananes comme élève. Et ensuite, Rabbi Meir, il va avoir comme élève Rabbi Yehuda Hanassi, qui est la cinquième génération de Tanaïm. Et c'est lui qui va vraiment décider de mettre sur écrit et de propager la Mishnah, qui est un résumé des discussions de la manière la plus courte possible. Il l'a fait parce que probablement pour se rappeler des choses, c'est mieux que ça soit court. Et deuxièmement, il était, on pourrait dire, radin dans les mots. Pourquoi? Parce que c'était pas du tout évident d'écrire la Torah orale. La Torah orale avait un interdit jusqu'à cette époque-là d'être écrite. Donc on n'avait pas le droit d'écrire, surtout pour publier. On pouvait s'imaginer qu'il y a eu quand même certains écrits qui ont été gardés dans différents endroits, mais ce n'était pas pour être publié là, c'était officiel, c'était Et Lasot Eferut Toratecha. Et donc on n'avait pas le choix que d'écrire parce que les choses se perdaient, surtout avec les persécutions et les exils du peuple juif. Donc la Mishnah, comme j'ai dit, c'est écrit par Rabbi Yehuda Hanassi et ça va décrire en vérité les opinions de pas mal d'opinions de toutes les 5 générations de Tanaïm. Et très souvent on peut avoir des noms dans la Mishnah, des fois il n'y a même pas de nom, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, Stam Mishnah Rabbi Meir. En général c'est Rabbi Meir l'auteur. Et donc là ici on a une première Mishnah de Masechet Psachim. Psachim c'est au pluriel, c'est comme si il y avait 2 Pessah. Et oui, effectivement, nous avons 2 Pessah. Il y a le Pessah Rishon et le Pessah Sheni. C'est pour ça qu'on appelle au pluriel Masechet Psachim. La première partie de Masechet Psachim va nous parler de Bdikat Hametz. Tout le monde connaît cet événement qu'on fait la veille de Pessah la nuit, où on vérifie le Hametz, on le cherche pour justement le trouver et s'il y en a, l'anéantir, le brûler, comme on fait le lendemain matin, où on brûle le Hametz. Ce qu'on appelle l'Abdikat Hametz. Et cette Mishnah donc va parler de cette partie-là. Maintenant, c'est important de savoir qu'à Pessah, pendant les 7 jours de Pessah, depuis la nuit du 15 Nissan, pendant 7 jours, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz à la maison. On a l'interdit de Bali Rae ou Bali Matzer. Il ne faut ni voir du Hametz dans notre maison, ni en avoir.
bien sûr, dans sa possession. Si ce n'est pas notre Hametz, c'est le Hametz de quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'interdit toranique de l'avoir dans la maison. Je parle de manière générale. Donc, on a pendant 7 jours l'interdit d'avoir du Hametz à la maison. À part ça, nous avons un interdit pendant les 7 jours de manger du Hametz. Et si on le mange, on est Chayav Karet, ce qu'on appelle retranché du peuple juif. Donc, c'est très très rare d'avoir un interdit aussi grave que de manger du Hametz. Pendant les 7 jours, c'est Chayav Karet. Donc, on a Chayav Karet plus Baliro Balimatse. Maintenant, la veille de Pessah, la Torah nous dit Arbayom Arishon Tashbitu. On apprend dans Maseret Pesachim, justement dans la page 5, que la veille de Pessah, à partir de Chatzot, à partir du zénith, où le soleil est au zénith, donc c'est la deuxième partie de la journée, de toute cette période-là, il y aura une mitzvah d'anéantir le Hametz. On rentrera dans les détails, bien sûr, dans la suite. Tashbitu Seor Mibatrem, on a une mitzvah tassée de l'anéantir. Donc de ne pas l'avoir en notre possession, le Bali Robay Matzeh, c'est à partir de la nuit. Mais la mitzvah de la Torah, de l'anéantir, ça commence déjà à partir de Chatzot, la veille de Pessah. On verra que les sages ils vont rajouter encore plus d'heures avant pour ne pas arriver à se tromper, parce que pas tout le monde connaissait c'était quand le zénith. De plus, on a un interdit de la Torah, il n'est pas Chayav Karet, mais il y a un interdit de la Torah de manger du Hametz, parce que quand il y a le Korban Pessah, qui est le moment, à partir de Chatzot, on peut approcher le Korban Pessah, on ne peut pas manger du Hametz. Et donc le Hametz est interdit d'après la Torah, mais pas aussi gravement pénalisé que Karet. Ça, ce sera qu'à partir du 15 Nissan pendant les 7 jours de Pessah. Donc étant donné qu'on ne peut pas avoir du Hametz, ça pourrait expliquer pourquoi on doit faire Bdikat Hametz, rechercher le Hametz, et on va essayer dans ce premier chapitre de Maseret Pesachim de connaître les lois de Bdikat Hametz, le lieu de Bdikat Hametz, le temps de Bdikat Hametz, quand c'est qu'on doit le faire exactement, et pourquoi on fait Bdikat Hametz, puisqu'on pourrait avoir d'autres possibilités que Bdikat Hametz, comme par exemple annuler le Hametz, puisqu'on le fait quand même aujourd'hui, on fait Bdikat Hametz et on annule le Hametz. Mais a priori, en annulant le Hametz ne nous appartient plus. Et s'il ne nous appartient plus, on pourrait l'avoir à la maison. Donc il faudrait comprendre pourquoi on fait, oui, Bdikat Hametz. Donc ça, c'est le sujet de notre Pérec. Et on va commencer tout de suite à étudier ensemble la première Mishnah. Donc, la première Mishnah nous dit Or, les Arba Asar, alors la veille du 14, c'est-à-dire le 13 Nissan au soir, la veille du 14. Alors aujourd'hui, c'est un terme en hébreu très populaire. Quand on dit Or, la veille de tel jour, Or l'Yutet Kislev, Or, des fois il y a un mariage, on dit le mariage il sera Or l'Yudalet Kislev, ça veut dire la veille. On verra que ce n'est pas du tout évident. Aujourd'hui, c'est devenu populaire, justement parce que c'est comme ça que les sages ont utilisé le terme Or. Mais on verra qu'a priori, le mot Or veut dire lumière. Lumière, a priori, c'est pas la veille. La veille, c'est la nuit. Donc, on verra pourquoi ce terme a été utilisé. Donc, Or l'Arba Asar, la veille du 14. La Mishnah ne dit pas Nissan, mais c'est compréhensible qu'on parle de Pessah, de la veille du 14 Nissan. Botkim et Hametz leoraner. Nous devons chercher le Hametz avec la lumière de la bougie. Bon, à l'époque où ça a été dit, on n'avait pas trop grand choix. On avait la lumière de la bougie. On a la lumière du jour. Donc on nous dit non, il ne faut pas la lumière du jour, il faut la lumière de la bougie. On avait aussi les possibilités d'avoir des torches, un feu assez grand. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est déconseillé et qui est interdit. C'est pour ça qu'on dit Dafkal et Oraner. Donc c'est une précision. On cherche, donc quand les Khamim ils ont dit ça, ils n'ont pas pensé à l'électricité, ça n'existait pas à leur époque, mais ils ont exclu les choses qu'on vient de mentionner. Donc la veille du 14, on vérifie le Hametz, les Oraner, donc à la lumière de la bougie, Kol makom she'en machnisim bo chametz en tsarir bdika. Tout endroit où on rentre pas du chametz, on n'a pas besoin de faire de bdikat chametz. Si on doit faire la vérification du chametz on a peut-être une bibliothèque, au-dessus de la bibliothèque, c'est comme le haut d'une armoire. Est-ce que je dois faire bdikat chametz avec ma bougie au-dessus? La réponse de la Mishnah, c'est que non. À un endroit où on ne rentre pas du Hametz, on n'a pas besoin de faire de Bdikat Hametz. C'est uniquement les endroits où on pose du Hametz. Si quelqu'un n'est jamais monté avec du Hametz au-dessus de son armoire, Al-Pi Alacha, il n'y a pas besoin de faire Bdikat Hametz. C'est ce que la Mishnah nous dit. Et là, la Mishnah pose une question. Pourquoi, Ubame Amrou, en 2 mots, ça veut dire, et pourquoi ils ont dit nos sages, ou c'est qu'ils ont dit ça dans la suite de notre propre Mishnah,
Bet shurot bamartef. Que lorsque on descend à la cave, il faudrait, dans le moment de Bdikat Hametz, aller vérifier dans notre cave. Alors on parle ici, on va voir dans Rashi, dans la suite du Shiur, on parle d'une cave par exemple de vin, où il y avait des tonneaux qui étaient l'un sur l'autre. Les gens faisaient des rangées de tonneaux, après on mettait une autre rangée dessus, une autre dessus, et ensuite on posait d'autres tonneaux à la suite, et encore une rangée, et comme ça on pouvait remplir la longueur et la largeur de la cave. Et donc on arrivait, lorsqu'on rentre dans la cave, la Mishnah nous dit par la suite qu'il faut faire 10 hametz dans la cave, bien sûr on verra exactement où, sur les tonneaux, entre les tonneaux, mais la question de la Mishnah, mais pourquoi on a besoin de faire une vérification du hametz dans la cave lorsque ce n'est pas l'endroit où on mange? La cave, c'est simplement on descend pour aller chercher des choses. Donc pourquoi dire qu'il faut faire bdikat hametz? Donc c'est la question de la Mishnah. Bamé amrou bet shurot bamartef, qu'il faudra faire 2 rangées dans la cave. Makom shemachnisim bo hametz. La Mishnah répond à la question. Dans l'endroit où on rend du hametz. On verra dans Rashi. On va l'étudier dans les mots, comme on a dit à la préface de notre shiur, que c'est important d'étudier les choses dans les mots pour s'habituer aux termes de nos commentaires. Donc Rashi nous apprendra qu'on parle d'une cave de vin, et c'est vrai qu'à l'époque, les gens ils avaient très souvent un serviteur ou quelqu'un qui amenait le vin. Et ben lui, il avait des fois un petit sandwich dans sa main, il sert le vin à table, il voit qu'il en manque, il descend à la cave, et il descend avec son petit sandwich dans sa main, et il va récupérer. Donc en général, les premiers tonneaux vont être les plus dangereux, ceux qui sont à sa face, où il pourra faire tomber des petits morceaux de hametz. Donc la réponse à la question, mais pourquoi nos sages vont dire à la suite de la Mishnah qu'on doit faire une bdikat hametz dans la cave? Alors on parle d'une cave où on rentre du hametz, comme dans l'exemple où j'ai apporté. Et on n'a pas besoin de rentrer du hametz souvent. Le Shulchan Aruch va nous dire, c'est 446, même si on se rappelle qu'une fois ou deux, on est descendu avec un sandwich dans un endroit, ça s'appelle endroit où on rentre du hametz. Par contre, au-dessus d'une armoire, on n'a aucune raison d'avoir mis du hametz là-bas, en majorité des cas. Maintenant, justement, on a dit qu'on a posé la question, mais pourquoi la Mishnah nous dit qu'il faut vérifier de quelle partie de la Mishnah on parle? De celle-là. Donc on continue. Donc, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent, alors Bet Shammai, ce sont les élèves de Shammai. Shammai et Hillel, eux-mêmes, ont eu 3 marloquettes dans leur vie, en tout et pour tout. Et les élèves de Bet Shammai et Bet Hillel, leurs élèves vont avoir beaucoup de discussions entre eux. On va arriver pratiquement à 300 marloquettes. Donc, une des marloquettes, c'est celle-là. Bet Shammai Omrim, Bet Shurot Alpene Kol Amartef. Il faut vérifier 2 rangées sur la face de toute la cave. Alors, dans la page 8 de Maseret Psachim, comme Rashi va nous l'indiquer, on aura une discussion sur la Shita de Bet Shammai entre 2 Amoraïm. Cette fois-ci, c'est l'époque de la Gemara, après les Tanaïm. Et donc, il y aura cette discussion. Qu'est-ce que Bet Shammai a voulu dire par les 2 rangées qui sont sur la face de toute la cave? Donc, on va prendre une explication, pas besoin de donner les 2. On verra ça quand on arrivera dans la page 8. Que lorsque je rentre dans ma cave, je peux voir donc plein de tonneaux l'un sur l'autre. Il y a plusieurs rangées qui montent d'en bas jusqu'en haut. Et ben tout ce que je vois dans ma première vision de haut en bas, donc ça c'est la première rangée, et l'autre rangée, ça sera toute la rangée qui fait le toit, qui est les tonneaux du dessus. Donc c'est ce qu'on appelle toute la face, et ensuite tout ce qui est au-dessus. Ça sera une des opinions de la Shita de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, et ça c'est l'opinion toujours qui nous intéresse le plus, comme la Gemara dans Brachot, elle nous dit que Bet Hillel et Bet Shammai est toujours comme Bet Hillel. Il y a certaines exceptions qui sont assez rarissimes, et quand Mashiach viendra, il y aura, oui, Bet Shammai sera plus tranché que Bet Hillel. Mais en tout cas, Bet Hillel nous dit Shte shurot achitzonot she'en ha'elyonot. Ce sont les 2 rangées extérieures supérieures. Alors là aussi, il y aura une discussion entre Rav et Shmuel pour essayer de comprendre de quoi parle Hillel. Et la conclusion, je vais la donner pour le moment tout de suite, puisqu'on l'étudiera à la marloquette quand on arrivera, Bezat Hashem, à la page 8. Mais la conclusion, c'est, d'après la halakha, c'est comme ça que ça a été tranché dans le Siman 433 du Shulchan Aruch, la Morazaken également, Bet Hillel fait référence à la première rangée d'en haut, et c'est elle qui est juste en dessous. Donc c'est les 2 premières rangées dans la largeur, donc c'est au-dessus, dans la largeur de la cave.
et celle qui est juste en dessous. Ça, c'est les endroits où on doit vérifier entre les tonneaux s'il n'y a pas un petit morceau de chametz qui est tombé là-bas. Parce que la personne, pour pouvoir prendre du vin, il a dû poser quelque chose au-dessus et ça peut tomber. C'est la première rangée et les deux rangées de face qui sont concernés par Bdikat Hametz et c'est eux qu'on doit vérifier. Donc ça, c'est la Mishnah. Lorsqu'on étudie une Mishnah, on étudie aussi Rashi. Alors, si des fois on n'a pas, bien sûr, là je l'ai enseigné d'une manière compréhensible, mais quand quelqu'un l'étudie tout seul, alors il faut toujours avoir un doigt sur la Mishnah et un doigt sur Rashi. Rashi, c'est lui qui va nous permettre de nous débloquer, de nous expliquer, comme le Rav Yitzhak Bar Sheshet, le Ribash, il a vécu en Espagne, c'était un élève du Ran, de Rabbeinu Nissim, à Barcelone, et il dit la phrase populaire qui est marquée dans le prophète, Ki mitzion tetzet Torah, la Torah elle sortira de Tzion, c'est comme à l'époque la Torah sortait du Sanhedrin qui était dans le Beth Amikdash, et lui il dit au lieu de lire Ki mitzion tetzet Torah, il faut dire Ki mitzarfat tetzet Torah. La Torah elle va sortir de la France. Pourquoi la France? Parce que la Torah orale, qui est la partie la plus importante de notre Torah, qui nous permet de comprendre aussi la Torah écrite, c'est le Talmud. Et le Talmud, si on n'avait pas les Français, on serait dans de mauvais draps, comme on dit, on serait en grande difficulté. Donc c'est grâce à Rashi et à ses petits-fils et toute la famille des Tosafot qu'on verra qui sont énormément français, qu'on a pu avoir accès au Talmud pour des gens comme nous, pour pouvoir comprendre le Talmud. On avait besoin de ces grands personnages du Ham Israël. Donc c'est pour ça que là, moi je voulais enseigner, mais si on étudie en général tout seul, ce qu'il faut avoir, c'est d'avoir un doigt sur Rashi, et quand on est bloqué dans la Mishnah ou dans la Gemara, de regarder Rashi qui nous explique. Donc on va prendre les Rashi de la Mishnah, Or l'Arba Asar, Garsinan. Alors vous savez, c'est un petit Rashi, c'est pas écrit jusqu'au bout, mais ça arrive souvent dans la Mishnah, dans les commentaires de marquer pas le terme en entier, donc ça veut dire c'est notre version. Il pouvait y avoir d'autres versions à cette Mishnah. Là, en plus avec un lamed or l'arba asar, donc c'est comme ça la version qu'on a dans nos mains. Les oraner avec la lumière de la bougie, vous avez la partie qui est en gras ou qui est plus précisée avec avant un petit point, c'est la partie de la Mishnah. Ensuite, c'est le commentaire de Rashi. Donc Rashi nous dit à la lumière de la bougie, Big Gemara dans le Talmud, dans la page 7 à Moudbet, donc on parle de cette Gemara qui est sur notre Mishnah, dans la page 7b, Mefaresh Ta'ama, on expliquera la raison pour laquelle il faut la lumière de la bougie. Botkim, on doit chercher le chametz. Pourquoi? Shelo ya'avor alav bebal yirae ou balimatse. Pour ne pas transgresser l'interdit de balir ou balimatse. Si on ne fait pas bdikat chametz, on transgressera d'avoir du chametz à la maison. Alors on verra, quand on étudiera Tosfot, que c'est une très très grande question contre Rashi ici. Comment Rashi peut nous dire que quand on fait bdikat chametz, c'est pour ne pas transgresser? Rashi parle sûrement du peuple juif et depuis la nuit des temps où on fait bdikat chametz et aussi bitul chametz. À l'époque aussi de la Mishnah où il commente la Mishnah, il y avait déjà la bdikat chametz et le bitul chametz, l'annulation du chametz. Si on annule le chametz, a priori on ne transgresse pas. Alors une des explications, c'est parce que c'est pas considéré comme du chametz, c'est considéré comme rien du tout, ou bien parce que c'est efker, parce que ça nous appartient pas. La Torah nous a dit de ne pas voir lo yirae lecha chametz, bechol gvulcha. Ne vois pas du chametz qui t'appartient à toi. Mais si c'est pas du chametz, ça m'appartient pas à moi, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est important de comprendre pourquoi Rashi il a pu dire baliro balimatse si on fait le bitul du chametz. Alors on continue Rashi. La Mishnah a posé une question après nous avoir affirmé que les endroits où il n'y a pas de chametz, on ne rentre pas du chametz pendant l'année, il n'y a pas de raison de vérifier là-bas. Alors, la Mishnah a posé la question, alors pourquoi on a dit qu'il faut vérifier dans les caves? Alors, on va prendre ces mots-là de la Mishnah dans Rashi, Ubame Amrou, on est à la 3e ligne, les kaman bebatitin. Où c'est qu'on a dit qu'il faut vérifier une cave? On n'a pas encore vu ça. C'est à la suite de la Mishnah. Donc les kaman, c'est plus loin. Dans la Mishnah, ça on parle de notre Mishnah, où on apporte la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant les tonneaux de vin, comme on a vu tout à l'heure. Alors, Shte Shurot, Rashi dit sur ces mots, 2 rangées, Shel Chaviot, 2 tonneaux,
Asdurot bemartef shel yain, qui sont ordonnés dans une cave à vin. Malgré que la Mishnah ne vous avait pas dit clairement qu'on parlait de cave à vin, c'est le sens simple de cette Mishnah. On parle d'une cave à vin. Tzech livdok benem, il faut vérifier entre les tonneaux. Bien sûr, selon les opinions de Bet Shammai et Bet Hillel qu'on a vues auparavant. Achare sha'amarnu, kol makom she'en machnisim bo chamet en tzech livdok. Mais après que on a dit le klal, que tout endroit qu'on ne rentre pas du chametz, il n'y a pas besoin de vérifier. Lama utzrechu levotkan. Pourquoi on nous a demandé de les vérifier? Ou mefaresh. Et la Mishnah, en vérité, explique Lo amru ela bemartef shemachnisim bo chametz. On parle bien sûr d'une cave qu'on a l'habitude de rentrer du chametz. Comme j'avais dit auparavant, c'est pas simplement l'habitude, mais même si on se rappelle que durant l'année ça s'est passé, même une fois, ça suffit pour demander une vérification de l'endroit. Kegon, comme par exemple martev, une cave, chez mistapek memenu yain le shulchano. Une cave d'où on s'alimente, on récupère du vin pour sa table, ou peamim, et ça arrive des fois, shamash, que le serveur omed limzog yain, il vient pour nous verser du vin, ou pito beyado, et un morceau de pain est dans sa main, il a un sandwich dans sa main, ou kshayain kala, et lorsque le vin calé il se termine, nichnas la martef, il va pouvoir rentrer dans la cave, les aviyain, pour récupérer du vin, et il a toujours son morceau de pain dans les mains. C'est pour cette raison que ces endroits-là ont besoin de vérification. Alors, Rashi prend les mots de la Shita de Bet Shammai, Shte shurot al pene kol martef, deux rangées sur toute la face du martef, Begmara, dans le Talmud. Donc, en général, ça sera un mot qui reviendra souvent dans les Rashi. Il n'y aura pas le mot Gemara marqué en entier, c'est simplement un peu diminué, Bigmara. Quand on parle de la Gemara, sauf si ça aurait été un autre chapitre ou une autre Masechet, Rashi l'aurait précisé. Lorsque c'est marqué Bigmara, c'est notre Gemara, la Gemara qui est sur cette Mishnah, mais bien sûr 8 pages plus loin, dans Dafret Amoud Bet ici, Mefaresh Maï. On expliquera c'est quoi exactement l'intention de Bet Shammai quand il a dit deux rangées de tonneaux de vin sur la face de la cave. Shte shurot achitzonot, là on prend les mots de l'opinion de Bet Hillel, deux rangées extérieures, vechulu, etc. Mefaresh bigmara. L'opinion de Bet Hillel aussi sera expliquée dans la suite, dans le Talmud, dans la page 8. On a déjà dit que, pour pas laisser les gens en suspense, et surtout que c'est la halakha dans le Siman 443, de l'interprétation de Bet Hillel, puisqu'il y aura une discussion, la conclusion, ce sont les deux premières rangées de face qu'on voit, la première rangée du haut et celle qui est juste en dessous. Ça, c'est l'opinion de Bet Hillel. Alors, ça c'est, on vient de terminer la Mishnah avec Rashi. Maintenant, on va simplement rajouter une interprétation profonde de cette Mishnah, Alpi Chassidut, malgré que ça a déjà été apporté l'idée dans les Sfarim du Rav Yitzhak Avrabanel, que Or l'Arba Asar, c'est la veille du 14 Nissan, on doit vérifier le Chametz, mais dans les mots de la Mishnah, c'est marqué la veille du 14, c'est pas marqué la veille du 14 Nissan, et il dit que ça vient allusionner la veille du 14. C'est quoi la veille du 14? C'est quand une personne a 13 ans. Lorsqu'on a 13 ans, on devient bar mitzvah. Et donc, à la nuit de la bar mitzvah, puisque c'est à ce moment-là qu'on devient bar mitzvah, on est chayav de Ma'ariv, du Kriyat Shema Minatora, les lois et les mitzvot tombent sur le bar mitzvah à partir de la nuit. Donc, Or la Barsar, la veille du 14, qui est à l'entrée de sa 14e année, puisqu'il a déjà 13 ans, ça fait 13 ans déjà qu'il vit sur terre. Donc, c'est le moment de sa bar mitzvah. Bodkim et Chametz leoraner, on doit vérifier le Chametz à la lumière de la bougie. Alors, c'est quoi la bougie? On sait que le Talmud, dans Masechet Nida, page 30, 31, on nous parle de l'enfant encore dans le ventre de sa mère, et c'est marqué que pendant la période où il est dans le ventre de sa mère, on lui enseigne la Torah, et il y a un terme qui dit là-bas, Ner Daluk al Rosho, il y a une bougie au-dessus de sa tête. Alors c'est quoi cette bougie? C'est son âme, l'âme juive. L'âme juive, on sait qu'elle va commencer à rentrer dans le corps uniquement à partir de la Brit Mila en partie,
comme le Sefer de Kabbalah nous apporte dans le Menorah Tamaor du Rav Kawa, qui est apporté dans l'Admor Hazaken, dans Ilchot Netilat Yadayim, dans le 4e siman, qu'à partir de la brite, ou chez les fils, à partir du moment où on les nomme, il y a la Neshama qui commence à rentrer, mais en une petite partie. C'est comme si on téléchargeait la Neshama à quelques pourcentages. Et à la Bar Mitzvah, c'est le moment où la personne récupère réellement sa Neshama. Son âme intègre le corps. Mais quand l'enfant il est encore dans le ventre de sa mère, alors sa Neshama est simplement au-dessus de sa tête. Dans son corps, pour le moment, il y a la Neshama animale, l'âme animale de sa maman qui l'anime. Et son âme juive qui est au-dessus de sa tête, c'est une bougie, c'est ce qu'on appelle une bougie ici, qui est au-dessus de sa tête, qui ne pénètre pas. Au moment de la Brit Milav, ça va commencer quelques pourcentages à rentrer de son âme juive. À la naissance, c'est son âme animale personnelle, c'est plus l'âme animale de sa mère qui le fait vivre, mais c'est l'âme animale personnelle. Ça rentre au moment où l'enfant, si Chas V'Shalom il sort par les jambes, la majorité de son corps, lorsqu'elle est sortie, il récupère son âme animale personnelle. Et s'il sort par la tête, c'est à partir du moment où le front est sorti, il récupère son âme animale. Son âme juive, il va commencer à rentrer, comme on a dit, à la Brit Mila, et à la Bar Mitzvah, ça rentrera entièrement. Donc, tant que la Neshama, l'âme juive, n'est pas rentrée entièrement, on a vraiment du mal à faire une vérification intérieure de notre personnalité, à faire un vrai travail. C'est sûr que les parents doivent éduquer leurs enfants à s'habituer aux mitzvot et aussi aux bonnes midot, d'avoir des bons attributs et des bons comportements. Mais c'est évident que l'obligation sur l'enfant pourra venir qu'à la bar mitzvah. C'est ce que la Mishnah veut nous allusionner ici. Or l'arba asar, botkim et tachametz leoraner, c'est à ce moment-là qu'il peut utiliser la lumière de sa bougie, qui est sa neshama qui vient de le pénétrer, pour vérifier le chametz, qui est le yetzer hara, les mauvaises midot, etc. Ça, c'est une interprétation apportée par le Rav Yitzhak Abarbanel et bien sûr plus expliquée longuement dans les détails dans la Chassidut. Alors, on va faire un Tosfot, le premier Tosfot qui est sur la Mishnah, avant de commencer la Gemara qu'on fera Bezrat Hashem dans le prochain cours. Alors, les Tosafot, ce sont donc des sages qui vous allez voir en grande partie français, qui étaient de la famille de Rashi, des petits-fils de Rashi. Ensuite, la famille des Tosfot c'est très élargie, etc. Le Rachal parle de 80 balais Tosfot, etc. Qui parle de 60, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va, à chaque fois, bien sûr, quand on verra un bal Tosfot ou quelqu'un, on vous le présentera rapidement. Alors, Tosfot commence par les mots de la Mishnah. Or l'arba asar botkim et chametz, la veille du 14, on doit vérifier le chametz. On doit donc le vérifier, le chercher dans la maison, dans le sens où il faut le chercher pour le retirer. Alors, pourquoi on doit le retirer? Alors, on a déjà vu ça dans Rashi. Tosfot va commencer son explication en apportant Rashi. Rashi s'appelle aussi le Kuntras, qui étaient des notes qui étaient notées, qui étaient sorties à l'époque. Et sur le côté du Talmud, comme aujourd'hui c'est imprimé, il y avait des Kuntresim de Rashi, des fois qui étaient même indépendants. Et en tout cas, ça s'appelait les Kuntresim. Et donc, Piresh Akuntras, c'est le Rashi Tevot. Rashi a expliqué Shelo la'avor alav bebal yirae ou bal yimatze, pour ne pas transgresser le bal yirae ou bal yimatze. C'est-à-dire, si on ne va pas retirer le chametz de la maison, donc si on ne va pas le chercher et le retirer, on transgressera l'interdit de posséder du chametz chez soi, où il y a deux interdits dessus, bal yirae ou bal yimatze. Et là, ça réveille une très très grande question. Vekachel et ri. Alors ri, il faut s'habituer. Ça va être un grand acteur du Tosfot, ce qu'on appelle, c'est un des premiers Baal Tosfot, Rabbi Yitzhak. C'est le Rashi Tevot de Rabbi Yitzhak. On l'appelle aussi Riazaken, le vieux Rabbi Yitzhak, pour le différencier d'un autre qui est venu plus tard. Ou bien, on peut l'appeler aussi, dans certains livres, Rabbi Yitzhak Midanpir. Danpir, en français, c'est Dampierre, une ville à côté de Versailles, donc pas loin de Paris. Il était Rav dans cet endroit-là. Ça va être le petit-fils du Marzor Vitri, de Rav Simcha Vitri, etc. Famille aussi, bien sûr, de Rashi. Alors, Ri, lui, il se pose une forte question. Kivan contre Rashi. Kivan det sarich bitul. On sait très bien qu'on a besoin d'annuler le chametz. On ne fait pas simplement le ménage, mais on doit aussi annuler le chametz. Étant donné qu'on doit annuler le chametz, Kede Amar Bigmara, comme le Talmud va nous l'apprendre, Dav Vav Amud Bet, dans la page 6b,
Abodek tsarir sheyevatel. Lorsqu'on cherche le chametz, il faut quand même l'annuler. Vous vous rappelez, après Bdikat Chametz, le soir, on annule le chametz. Si vous vous rappelez bien, même le lendemain, lorsqu'on brûle le chametz, on va le jeter dans le feu et à un moment, on va faire encore une fois une annulation. Donc en tout cas, on annule le chametz. Alors puisqu'on annule le chametz, ou medoraita, et d'après la Torah, bibitul be'alma sagi, c'est sûr que torahniquement parlant, j'ai plus de problème. Même si j'ai du chametz à la maison, je l'ai annulé, je n'ai plus de problème d'en posséder. Alors pourquoi Rashi me dit que je dois chercher le chametz et le retirer pour ne pas transgresser la possession du chametz? Mais comme je l'ai annulé le chametz, donc je vais pas transgresser aucun interdit toranique. Même si les sages, pour X ou Y raison, ils veulent qu'on le retire, comment Rashi peut me dire que je vais transgresser d'après la Torah le issour de balira ou balimatse? Alors, ça c'est la question de Ri. Donc dans les mots, umidoraita bebitul be'alma sagi. D'après la Torah, ça suffit. Sagi, ça vient du mot ça suffit. Donc en général, be'alma, en général, ça suffit. Amay itzrichu chachamim bdikaklal. Pourquoi nos sages nous ont demandé de vérifier le chametz? En tout cas, c'est sûr que ça peut pas être à cause de la raison de Rashi. C'est pas pour transgresser, pour ne pas transgresser, puisqu'on ne transgresse pas, puisqu'on a annulé le chametz. Donc, bien sûr, on expliquera par la suite comment défendre Rashi de cette question. Pour le moment, on va voir la direction, à cause de cette question, la direction que Rabbi Tzrak va prendre. Vinir aleri, ça semble à Rabbi Tzrak, de afalgav, de sagebe bitul be'alma, malgré que ça suffit l'annulation du chametz, quand même, ichmiru chachamim, nos sages ont été rigoureux. Ils nous ont demandé l'ivdok chametz ou levaro, de vérifier le chametz et de l'anéantir. Pourquoi? Suspense, c'est justement donc le problème. Mais pour quelle raison on doit chercher le chametz si je l'annule? Ça peut pas être pour ne pas transgresser, d'avoir du chametz en possession du fait que je transgresse pas à partir du moment où j'ai annulé. Alors pour quelle raison nos sages nous ont demandé d'aller faire autant de ménage? Shelo yavo leochlo. Voilà la réponse. Pour ne pas arriver à le manger. Parce que s'il nous tourne entre les mains, c'est très possible qu'on va oublier et le manger. Mais ne croyez pas que c'est si simple, cette raison. Pourquoi? Parce que on n'a jamais entendu qu'on ne peut pas posséder dans la maison des choses pas cachères, de peur qu'on va arriver à les manger. À chaque fois qu'on rentrerait dans une pièce où il y aurait des aliments pas cachères qui nous seraient proposés ou qui seraient proposés gratuitement, on aurait peur qu'une personne va venir en manger, il ne faut pas rentrer dans la salle. On n'a jamais entendu cette chose-là. À l'époque, des personnes avaient souvent des personnes non juives à la maison. Ils pouvaient avoir des aliments pas cachers, des fois qu'ils peuvent laisser et même abandonner. Donc on ne doit pas s'empresser à les mettre à la poubelle. Donc pourquoi, d'un seul coup, on doit avoir peur de retirer du chametz, de peur qu'on va venir à le manger? Alors, ça, on va comprendre par la suite de Tosfot. En tout cas, pour le moment, la réponse de Ri, c'est que la raison pourquoi on fait Bdikat Chametz, malgré qu'on annule le chametz, malgré qu'on annule donc tout ce qui est chametz, c'est de peur qu'on va arriver à le manger. V'chen mashma le kaman, et Ri va puiser cette réponse. C'est déduit de ce qui va être dit plus tard dans la Gemara, dans Daf Yud Amud Bet, dans la page 10b, des Baï Rava. Rava posera là-bas la question, Kikar bishme kora, si on a un morceau de pain qui est perché sur une poutre très haut, à quelques mètres au-dessus de nos têtes, sur une maison très très haute, bon, a priori, est-ce que je dois aller faire le ménage et le retirer ou je peux le laisser pendant Pessah? Alors, là-bas, on va dire peut-être que oui, peut-être que non, qu'on ne peut pas le laisser là-bas au Dilma. Et la Gemara donc continue là-bas, dit, et peut-être, Zimnin, ça peut arriver des fois, des nafal, que le pain peut tomber, ve'atil et michle. Alors, est-ce que je peux le laisser parce que de toutes les manières, il est perché en haut et j'ai aucune crainte que je vais le manger? Ou est-ce que je dois craindre qu'il pourrait peut-être tomber? Et s'il tombe, là, je vais craindre qu'on peut le manger. Donc, dans toutes les façons d'expliquer ce safek dans le Talmud, c'est clair on peut voir clairement qu'on a une crainte qu'on va venir à manger le chametz. La seule chose, c'est que quand il est perché trop, peut-être qu'on va pas craindre à ça qu'il va tomber. Mais ça veut dire que s'il est accessible vraiment à nous, c'est évident qu'on doit craindre qu'on va le manger. Donc voilà, on peut
retrouver la réponse de Ri, dit dans le Talmud par la suite que c'est vraiment la raison pour laquelle il faut retirer le chametz, de peur qu'on va arriver à le manger. Et c'est pour ça que si on craignait pas que ça va tomber, eh ben, il n'y aura aucune raison de le retirer. Pourquoi? A priori, j'ai du chametz dans ma possession, parce que je l'ai annulé. Donc, comme je l'ai annulé, je peux le laisser là-bas. Ou bien, j'ai peur qu'il tombe et que je vais revenir à le manger. Maintenant, la question qui se pose, ok, Ri vient de donner la réponse. On doit retirer le chametz de peur qu'on va arriver à le manger. Mais pourquoi? Pourquoi les chachamim ont eu peur qu'on va arriver à le manger? Pourquoi on n'a pas eu peur qu'on va revenir à manger d'autres choses qui sont interdits? Alors, ve'atam shechmiru kan tfe, est la raison pour laquelle on est plus mahmir ici. Donc, shechmiru, qu'on a été plus rigoureux, kan ici, tfe plus. Donc, ça c'est mot à mot traduction. Mi beshar isuriana, des autres interdits au profit. Alors, j'explique. Il y a beaucoup de choses interdites à la consommation, mais on peut dire que la majorité de nos interdits de consommation sont des interdits uniquement à consommer. On n'a pas des interdits d'en profiter. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un par erreur, il aura acheté de la viande pas cachère, eh ben, il pourrait la revendre. On fait pas un business, bien sûr, de choses pas cachères, surtout lorsqu'ils sont interdits d'après la Torah. Je parle dans le Siman 117 du Yoredea, et on a tout un chapitre du Shulchan Aruch à ce sujet. Mais si c'est occasionnellement, j'ai un issour, je peux le vendre. J'ai pas un interdit, je peux le donner à un animal à le manger, une viande pas cachère. Donc j'ai pas un interdit d'en profiter. Mais certains aliments qui sont plus rares peuvent être interdits non seulement à la consommation, mais même au profit. Alors, ici, le chametz c'est un issour qui est assour pas simplement à la consommation, mais aussi au profit. Et Tosfot comprend automatiquement que lorsque Ri a interdit de garder le chametz à cause de la raison qu'on va arriver à le manger, la question qui se pose, mais pourquoi tous les autres interdits qui sont également interdits au profit, on n'a pas trouvé cette même interdiction qu'il faut les écarter de nos mains et les retirer de la maison? Il ne se pose pas la question sur des aliments pas cachers qui sont permis au profit. Parce que peut-être que une personne, lorsqu'elle sait que c'est pas cachère, la personne, elle va faire attention de ne pas le mettre dans la bouche. Mais peut-être au profit, c'est quelque chose qui est plus facile, on peut plus facilement baisser sa garde et oublier. Donc concrètement, la question de Tosfot, elle est essentiellement sur les choses, les aliments pas cachers qui sont interdits au profit, comme de la viande et du lait qui auraient été cuits ensemble par erreur, qu'il faudrait tout de suite, a priori, les écarter de la maison. Et a priori, on n'a pas trouvé cette halakha, on a trouvé ça que dans le chametz. Alors pourquoi dans le chametz plus que les autres interdits be'ana? Chez l'autre, on n'a pas eu besoin de les anéantir. Mishum, alors là, tout ça, tu réponds à la question. Donc en vérité, on est sur la réponse de Ri, mais on essaie de comprendre pourquoi Dafka le chametz plus qu'autre autre isurim. Mishum de chametz mutar kol hashana. Le chametz est permis toute l'année. Velo ne'esar rak bepesach. C'est que pendant une petite période d'une semaine à 8 jours qu'on ne peut pas manger de chametz. Velo bedile mine. Les gens ne s'écartent pas. On n'a pas un réflexe du chametz automatiquement. Le chametz, toute l'année, il est cachère. Quand on le regarde, il ne nous fait pas peur. Quand on voit un aliment pas cachère, même qui arrive par erreur, même que c'est une viande qui ressemble à nos viandes, tout de suite, si on nous dit que c'est la viande du voisin non juif, etc., on la regarde avec un œil craintif et on a un réflexe de s'en écarter. Le chametz, c'est notre ami. Toute la semaine, toute l'année, il est avec nous. Donc c'est à cause de ça qu'on est mahmir sur le chametz plus que les autres isurim, parce que c'est quelque chose qui est interdit uniquement pendant une période courte. Qui est d'Amar les Kaman, comme on verra plus tard dans le Talmud, dans la page 11 d'Afiud Aleph, Amoud Aleph, dans la première, 11a, Velo dami le basar vechalav, et c'est pour ça que ça ne ressemble pas à basar vechalav et à orla, vekila et akerem. Donc ce sont des isurim qui sont des interdits, la viande et le lait. La orla, ce sont donc ces fruits qui sont dans les 3 premières années, qu'on n'a pas le droit ni de les consommer, ni d'en profiter. On n'a pas des interdits tout de suite dès qu'on les voit, que
qui sont dans le jardin, il faut à tout prix les retirer du jardin de peur qu'on va arriver à les manger. On n'a pas cet interdit. Parce que eux, ils sont tout le temps interdits pendant toute l'année. C'est pas que pendant une petite période. Vekila Kerem, les mélanges entre la vigne et d'autres récoltes, etc., lorsqu'ils sont plantés l'un à côté d'autre, eh ben, il y a le Issour de Kilaya Kerem. Chez Issuram, Noeg, Issur Olam. Leur interdit est interdit à tout jamais. Ça veut dire que c'est interdit un fruit dehors là, il restera tout le temps un fruit dehors là. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit de s'en écarter. Venazir, Nami Isure Shari Lachine. Le nazir, la personne qui prend sur lui d'être nazir, de s'interdire, c'est pas simplement un néder, mais nazir, il va pas pouvoir boire de vin comme Shimshon, etc., qui était nazir olam, ou certains qu'on prend un naziroute pendant une certaine période. Eh ben, lorsque le nazir s'interdit des choses, on ne lui a jamais demandé de retirer tous les raisins, tout le vin qui est dans la maison. Et pour quelle raison? Eh ben, là, a priori, un nazir, des fois, ça peut être que pendant un certain moment de l'année il va prendre sa naziroute pendant un mois, etc. Donc là, a priori, ça pourrait ressembler au chametz. Alors pourquoi lui a pas avoir demandé de faire une bdika dans la maison, de tout retirer le vin qui est chez lui, par exemple? Alors là, la Gemara est obligée d'arriver à une autre réponse. Ici, c'est une interdiction qui est permise pour les autres. Le chametz, quand il est interdit pour tous les juifs de la maison. Donc, il faut le retirer. Mais les Chachamim, ils n'ont pas voulu demander à un nazir de retirer une chose parce que lui, il s'est interdit. Il a toute sa famille qui est autour, qu'elle a le droit d'en manger. Alors, c'est pas pour lui qu'on va priver tout le monde dans cette maison. Les Chachamim, alors vous allez me dire, mais s'il est célibataire, il vit tout seul dans un studio, les Chachamim ne vont pas faire une différence pour un oui, pour un autre. Donc, ils ont permis. Il y a une très très grande question qu'on verra dans le prochain shiur que le Maharsha se pose. C'est que Nazir, c'est quelque chose qui n'est pas interdit dans le profit. C'est interdit à la consommation, mais pas béana, pas au profit. Et on a vu que toute la question de base de Tosfot, mais pourquoi on n'a pas interdit comme le chametz, les issouré ana, les choses qui sont interdites au profit, mais ça, on a pris l'exemple de quelque chose qui n'est pas interdit au profit. Donc comment Tosfot nous amène une question à la base sur le nazir, lorsque le nazir, ça fait partie de la catégorie des choses qui sont interdites à la consommation et pas au profit. Donc la question ne s'est pas posée du tout à ce niveau-là. On verra ça dans le Maharsha. Donc pour le moment, on est arrivé à quel niveau dans le Tosfot? Très simple. Tosfot s'est posé la question, mais pourquoi on doit vérifier le chametz? On doit le retirer de la maison. Il a amené l'expression de Rashi qu'il a éjecté à cause de sa grande question. Comment ça se fait qu'on peut... comment Rashi peut nous dire qu'on pourrait transgresser d'avoir du chametz à la maison? Et on a répondu clairement que c'était pas possible, que c'est pour transgresser Balira ou Balematse. Donc, Tosfot a donné la réponse de Ri que c'est pour pas arriver à le manger. On s'est posé la question, mais pourquoi on interdit, pourquoi on a besoin de craindre d'arriver à manger le chametz? On a répondu parce que toute l'année, on s'en sépare pas, donc on n'a pas de réflexe. Maintenant, on va voir une autre raison pourquoi on aurait interdit d'afka le chametz, de peur qu'on va arriver à le manger. Alors, inami, deuxième raison, donc rappelez-vous, c'est un terme très courant, que ce soit dans Rashi, dans les Tosfot, dans les commentaires, inami. Ça veut dire soit une autre raison pour laquelle on a interdit spécialement le chametz, on a demandé de le retirer, parce que dafka le chametz, on a peur de le manger. Pourquoi dafka le chametz, on a peur de le manger? Une autre raison, soit sha'ani chametz, shichmira botora la'avor bebalire ou balimatse. Parce que le chametz, c'est pas un interdit habituel. On n'a pas le droit d'avoir du bassar, on n'a pas le droit de manger bassar vechalav, du lait et de la viande. On n'a pas le droit de manger des fruits dehors là. On nous a jamais dit que si je les ai dans la maison, la Torah va m'interdire de me faire transgresser deux interdits, balira ou balimatse. Donc, le chametz, on voit bien que la Torah l'a regardé d'une manière très spéciale. La Torah a vraiment voulu qu'on le retire. Bien sûr, faut pas se tromper ici. Là, on parle lorsqu'on n'a pas annulé le chametz. Mais le fait même que quand on n'annule pas le chametz, on transgresse Baliro Balimatse, cela prouve que le chametz est très très grave, plus que d'autres isurim, et en plus ça prouve que Dieu ne voulait pas qu'il soit dans la maison. Donc malgré qu'on peut l'avoir dans la maison, on peut contourner l'interdit de la Torah, le fait qu'on a annulé le chametz, les chachamim ils ont observé
que la Torah, si on n'avait pas fait l'annulation, on aurait transgressé. Hein, ils sont très graves de Bali Matzeh, donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été plus rigoureux. Ils ont dit, on va concrètement le retirer de la maison. Donc ça, c'est une autre raison. C'est pas de peur que j'arrive à le manger, mais c'est le fait que la Torah, les Chachamim ont observé que la Torah était spécialement rigoureuse sur le Chametz, que eux, ils ont été aussi spécialement rigoureux sur le Chametz. Ichmiru Chachamim livdok, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été rigoureux de vérifier ou les varo de l'anéantir, afilu echad bitlo, même dans le cas où ils l'ont annulé, mishum dilma atili michle. Et tout ça, comme Ria a expliqué, parce qu'on a peur qu'on va arriver à le manger. Mais pourquoi ils ont eu peur d'arriver à le manger quand ils n'ont pas eu peur d'arriver à manger d'autres isruim? Ils ont été plus rigoureux ici, parce qu'on a vu que la Torah était plus rigoureuse. Venir à les Rashba. Et ça semble au Rashba. Alors le Rashba, quand on entend très souvent le terme Rashba, c'est Rab Shlomo ben Aderet, qui était Rav à Barcelone, l'élève de Rabbeinu Yonah, l'élève du Nachmanide, et donc il y a plus de 700 ans, qui vivait en Espagne. Mais ici, dans le Tosot, c'est pas ce Rashba-là. Le Rashba d'Espagne, le Rab Shlomo Aderet, ça c'est un Rav qui est venu plus tard. Là, on parle d'un des élèves et de Ri et de Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi. Donc le Rashba, c'est Rab Shimshon ben Avraham. Et lui, il était Rav à Sens. On l'appelle le Marash de Tzantz. Très souvent, vous pouvez le retrouver quand vous étudiez des Mishnayot qui sont à la fin du Talmud sans Gemara. Vous pouvez voir des fois Rashi d'un côté et le Rash, Rabbeinu Shimshon. Donc Rabbeinu Shimshon Mitzons, qui était Rabbeinu Shimshon ben Avraham. Sens, c'est à 100 km environ, tout le monde connaît de Paris, dans la Bourgogne. D'Afilou les Fita. Alors, qu'est-ce que lui il dit? Lui, il vient, il prend la deuxième raison qui est apportée ici. Pourquoi on a été spécialement rigoureux dans le Chametz, on a peur spécialement lui qu'on va arriver à le manger, et c'est pour ça que nous avons demandé de le retirer, c'est parce que la Torah a été hyper rigoureuse avec le Chametz. Alors, le Rashba dit d'Afil, ou ça me semble, au Rashba d'Afil, ou les Fita Amacharon, même d'après cette dernière raison, Tsaïr Lomar d'Ichmiru, Chachamim Bechol Chametz. On doit dire que les Chachamim, ils ont été rigoureux sur tout le Chametz, Afilu Bechametz Nukshe, Valiede Ta'arovet. Même un Chametz Nukshe et un Chametz mélangé. Alors j'explique. D'après ce dernier raisonnement, si on ne transgresse pas Baliré ou Balimatzé sur le Chametz, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin de retirer ce Chametz. Puisqu'on a dit que le dernier raisonnement, il était que je suis marmure parce que j'ai vu que la Torah était rigoureuse et qu'elle m'a dit que je transgressais Baliré ou Balimatzé, je transgressais la possession donc du Chametz. Donc la question, alors qu'est-ce qu'on va faire avec un Chametz que je ne transgresse pas Baliré ou Balimatzé? Et quoi par exemple? Chametz Nukshe. Chametz Nukshe, c'est un Chametz qui est devenu Chametz, qui est donc d'un côté, mais qui est pas vraiment arrivé à être consommable. Par exemple, de la levure. De la levure, c'est Chametz, mais c'est pas mangeable. Est-ce que c'est immangeable? On peut arriver à le mélanger et le manger difficilement. À l'époque aussi, il y avait des cols qu'on faisait avec de la farine. C'était pas quelque chose de mangeable, mais c'est pas non plus immangeable. Ça veut dire, il y a un chametz quand il devient complètement immangeable, même pas un chien, ce qu'on appelle roller pour la kelev, ça c'est plus du chametz, on peut même l'avoir à la maison. Comme du chametz qui peut être dans un parfum, un chametz qui peut être dans n'importe quelle chose qui est complètement immangeable. Ça, il n'y a pas de problème d'après la halakha d'en posséder à la maison. Mais quand le chametz il est à mi-chemin, il est du chametz, d'un autre côté il n'est pas vraiment immangeable. Alors comme dans la levure, ce chametz-là, on verra que Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, Rabbi Yaakov ben Meir, donc qui était le petit-fils de Rashi, c'était Be'etzem, sa mère, c'était Yocheved, une des filles de Rashi. Il a vécu aussi proche de Rashi, à Troyes, donc c'est vers l'est de Paris. Et lui, il va dire qu'il n'y a pas de balira ou balimatzé sur le chametz nukshe, ou bien du chametz qui est en mélange. Ça, on trouvera d'autres opinions dans la halakha, dans le C 442, qui ne seront pas d'accord avec Rabbeinu Tam. Mais pour moi, on se concentre sur l'opinion de Rabbeinu Tam.
d'après son opinion, qu'il n'y a pas de barilière au balimatse. Donc, a priori, ce chametz noukché, on pourrait en posséder à la maison. Si toute la raison, c'est de peur que j'arrive à en manger parce que la Torah elle était rigoureuse, parce que j'ai vu que la Torah voulait l'interdire à la possession dans la maison, mais celui-là, il n'est pas interdit à la possession d'après la Torah. Donc, peut-être que ça devrait être permis. C'est pour ça que Rashba, il vient, il dit, le Rav de Sens, il dit, même ce chametz-là, d'après la dernière raison, il faut quand même l'interdire, parce qu'on ne peut pas commencer à permettre un chametz oui, un chametz non. Ils ont mis tout dans le même paquet, c'est ce qu'on appelle très souvent l'oploug. Ils n'ont pas fait de différence. Donc maintenant qu'on a compris, on le refait dans les mots. Venira les Rashba, d'afilo les fita macharon, d'après cette dernière raison, tzarich lomar dichmiu chachamim bechol chametz, afilo bechametz nukshe. Il faut dire qu'on a interdit tous les chametz. Valider ta'arovet même un chametz qui est mélangé. Afalgav de lekabali les pirush rabenutam. Beresh Elu Ovrim. Le troisième chapitre de Maseret Psachim, c'est ce qu'on appelle le Perek Elu Ovrim. Donc il y aura deux interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ceux-là qu'on transgresse, le mot Ovrim, la chant de l'avor, ou bien c'est ceux-là qu'il faut retirer de nos tables, etc. Donc il y aura une Machloket Rachid Tosfot sur le Pirush de la Mishnah, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est que Rabbeinu Tam là-bas va nous dire qu'on n'est pas ouvert sur Balira ou Balimatse, sur le Chametz Nukshe. Et d'où Rashba pense que même d'après cette raison, c'est quand même interdit d'en posséder, parce que les Chachamim, ils n'ont pas fait de différence. Des Hamar, c'est Orisaref. La preuve, c'est que la levure, par exemple, ça doit être brûlé, anéanti. Tout le vin, toute chose qui est pas consommable normalement pour une personne, c'est quand même, ça doit être brûlé si on les a dans notre possession pendant Pessah. On verra que ça fait partie, le Seor, des choses dans la liste des Chametz Nukshe, comme on verra, qu'il y a des mouchach, comme ça sera prouvé à Tam là-bas, dans le troisième chapitre de Psachim. Et donc, pourquoi on doit le brûler? On doit le brûler parce que justement, on ne peut pas l'avoir à la maison. Ve'ika le mandamar nami atam dechol sheken chametz gamur ale de tarovet. Et on verra là-bas que, d'après cette opinion, là-bas, que Kal Sheken a plus forte raison du vrai Chametz qui est mélangé, que là-bas aussi on doit le retirer et le brûler. Mashma d'asur lash oto. Si on doit le brûler, ça prouve bien qu'on n'a pas le droit de le laisser. Lash oto, de le laisser. Des imutar lash oto. Si on avait le droit de le laisser, ama isaref. Pourquoi on doit le brûler? Si on peut le manger après Pessah, pourquoi le laisser? Pas le laisser, yash eoto, si on transgresse pas de l'avoir en possession, on le laisse jusqu'à la fin de Pessah. Yash eoto adachara Pessah, viye mutara filou le Rabbi Yehuda. Et après Pessah, il sera même permis. S'il n'y a pas d'interdiction de balira ou balimatse, donc on peut le laisser pour après Pessah. Ah, vous allez me dire, non, mais après Pessah, ça sera aussi interdit. Béana. Non. De lo asa Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il n'a pas interdit, parce que Yehuda, il va dire que le Chametz, il est interdit la veille de Pessah à partir de Chatzot, il est interdit pendant Pessah, il est interdit après Pessah. Ce Chametz qu'on a transgressé. Alors c'est sûr que même d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas interdit après Pessah. Pourquoi? Delo asa Rabbi Yehuda Chametz achara Pessah elab le Chametz gamour. Il parle d'un vrai Chametz. Il a mis là-bas 3 versets qui parlent de vrai Chametz, que le vrai Chametz, il est interdit avant Pessah, la veille de Pessah, pendant Pessah et après Pessah. Diika Gimel Krae, on verra qu'on a besoin de 3 versets pour ces 3 étapes. Les torz mano, pour avant son temps, pendant son temps, pardon, torz mano, velifnez mano avant son temps, ou la charz mano et après son temps. Aval benukshe deleka et la chadkra, qui me dit d'abord que j'ai pas le droit de manger du chametz nukshe, on verra un pasouk plus tard dans le deuxième chapitre qui nous montre que c'est interdit, dans la page 28. Donc, on a un seul pasouk. Donc, si on a un seul pasouk, c'est que pendant Pessah que c'est interdit. Alors si que pendant Pessah c'est interdit, mais après Pessah le Chametz Nukshe sera permis, pourquoi si j'en possède je dois le brûler? Si j'ai pas de transgression d'en posséder pendant Pessah et que j'ai pas d'interdit de le manger après Pessah, alors c'est simplement une interdiction de le manger pendant Pessah, mais pas de le posséder, alors pourquoi je le brûlerai? Bah, le tashrit, je le brûle parce que j'ai pas le choix, parce que c'est ce que Rashba dit. Rashba dit que même d'après la deuxième raison qu'on vient d'apporter dans Tosfot, que c'est les Chachamim, ils ont vu que le Chametz, la Torah était très rigoureuse, c'est pour ça qu'ils ont été marmir de le retirer. Ça parle de tous les Chametz sans faire de différence. Même ce Chametz que logiquement on aurait pu dire que c'est pas la même chose, les Chachamim, ils n'ont pas voulu faire de différence entre un Chametz et l'autre.
Aval Benokshé Delika il Khadkha, Afil le Rabbi Yehuda, modé. Mais Rabbi Yehuda il sera modé que ce sera moutar après Pessah. Donc la seule et unique raison pourquoi je peux pas l'avoir pendant la maison, c'est pour ça que les Chachamim nous ont demandé de le brûler, c'est parce que les Chachamim, ils ont été intransigeants, ils n'ont pas voulu qu'on possède de Chametz, ni Chametz Gamour, ni Beta Rovet par mélange, ni du Chametz Nukshe. Pourquoi? Pour pas faire de différence, parce que la Torah a été très rigoureuse avec le Chametz, même que sur le Chametz Nukshe, elle n'a pas été très rigoureuse, mais sur l'autre Chametz, elle a été, oui, rigoureuse. Donc on ne fait pas de différence. Donc ça, c'est l'opinion de Tosfot. Dans le prochain shiur, on va approfondir cette marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'on fait l'abdikat Chametz de peur qu'on arrive à le manger? Ça, c'est tout ce Tosfot qu'on vient de voir. Ou bien de peur que je vais transgresser Balero Balimatse. Comment défendre Rashi? Et en même temps, on va pouvoir voir comment la halakha, elle a prévu, elle a tranché dans cette marloquette entre Rashi et Tosfot. On verra est-ce qu'il y a une différence, une nuance halakhique entre les deux explications. Et on essaiera même de comprendre une des sikhot du Rabbi qui se pose une grande question. Tous les Rashi Shivot se sont posés la question sur les termes de l'Admor Hazaken dans le Siman 431 et 444, où il a l'air a priori de faire un mixage, de faire un mélange entre Rashi et Tosfot, malgré qu'a priori ils sont complètement des opinions différentes.